Monsieur le député Robin Reda, mais je crois qu'il est déjà parti, mais qui nous a fait amical plaisir de sa visite. Messieurs les sénateurs, cher Jean Raymond, Vincent Doléac qui est pris dans les bouchons, mais il vient apparemment, il va nous rejoindre. Madame la présidente du conseil régional qui ne va pas tarder à arriver. Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, monsieur le président du conseil départemental, cher François. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires, et madame le maire de Troyan, qui est notre ville jumelée de Bulgarie, un grand merci. Monsieur le maire de Montsão, de notre ville jumelée du Portugal, qui nous font l'honneur de leur présence et de leur amitié. Chers collègues maires, Christine de Quincy, mes collègues à l'agglomération, Sylvie de Montgeron, Michael de Crône, Bruno de Brunois, Georges d'Épinay et Madame la maire d'Athis-Mons, un grand merci à vous. Christine, pour les intimes. Chers élus communautaires, chers élus municipaux, mesdames et messieurs les représentants de l'État, monsieur le commissaire de police, monsieur le capitaine des sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les acteurs associatifs économiques et de l'éducation, mesdames et messieurs les chers élus du conseil municipal des enfants. C'est déjà un long discours. Chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre présence ce soir et vous souhaiter pour vous-même, vos familles et proches, la plus belle et soyeuse des années. En pareille circonstance, l'an passé, pour mes premiers vœux en tant que maire de Vigny-sur-Seine, je vous avais demandé de bien vouloir me réserver un accueil chaleureux pour m'accompagner dans cet exercice nouveau pour moi. Grâce à votre amical soutien, j'avais correctement réussi ce rite initiatique. J'avais aussi promis d'être bref dans la répétition du même exercice à l'occasion de ce millésime 2020. Alors, homme de parole, je vais m'efforcer de l'être à nouveau sans solliciter de votre part les mêmes encouragements, mais plutôt vos acclamations. Concis et intense, je le serai par la force des choses, puisque la sobriété s'impose aux maires en activité en période de campagne électorale, notamment dans le cadre de l'exercice des traditionnels vœux aux habitants. Oui, les électrices et électeurs vigneusiens auront à choisir en mars prochain celui ou celle qui sera appelé, avec son équipe, à administrer notre ville pour les 6 prochaines années. La campagne s'annonce passionnante, parce qu'elle sera déterminante pour l'avenir de notre commune et de ses habitants. Je suis persuadé qu'elle suscitera des débats virils, mais corrects. Des confrontations de projets entre les différents candidats. Tous partageront, j'en suis convaincu, la même préoccupation d'envisager ce moment de démocratie si particulier que représente l'élection municipale dans un esprit constructif et républicain. Si les maires en exercice doivent se résoudre au mutisme quant aux réalisations de l'année écoulée et être taiseux sur leurs projets, ils n'en sont pas moins libres de livrer des sentiments et donner des points de vue. Sur la fonction de maire, par exemple, que j'ai le bonheur d'exercer depuis 15 mois, c'est une période suffisamment conséquente, je crois, pour mesurer la charge, la responsabilité, les possibilités d'agir qu'elle confère, autant que les limites qu'elle trouve pour gérer le quotidien et pour tracer l'avenir. Assez longue pour constater que le maire n'est rien sans son équipe et l'administration communale, que le maire n'est pas un homme ou une femme politique comme les autres dans l'esprit de ses administrés, qu'il est impossible de se projeter dans cette fonction sans empathie et sans affect, que le maire doit être fédérateur, rassembleur, voire unificateur, au-delà des appartenances partisanes.
qu'il exprime chez nos concitoyens une envie de plus en plus forte d'être associés aux décisions qui concernent la vie de la cité et notamment son urbanisation. J'observe, comme tous mes collègues, je pense, un intérêt marqué chez nos habitants pour les questions de sécurité, de gestion des déchets, de propreté, de préservation de l'environnement, de la santé et encore des transports, de violences faites aux femmes, de la laïcité. J'observe également que les discussions sur les grands enjeux internationaux qui révèlent un monde plus instable et plus dangereux sont très présentes. Quoi de plus normal pour la population d'une ville comme la nôtre, aux origines et cultures multiples? Son rapport au monde est étroit et permanent. Ainsi, il arrive fréquemment qu'en marge d'une permanence ou d'une rencontre sur le terrain, les désaccords commerciaux entre la Chine et les États-Unis, le 4e mandat de Vladimir Poutine, l'unilatéralisme de Donald Trump, la question des populismes, la construction de l'Europe anime vos conversations. Bien entendu, il est aussi question des retraites, des grèves, du pouvoir d'achat. J'observe enfin que nos concitoyens s'approprient de façon aiguë les questions relatives à l'écologie et donc au devenir de la planète, malmenée par les effets du réchauffement climatique et parfois la main criminelle de l'homme. L'Amazonie flambe, la Californie s'embrase. Plus près de nous, le Portugal a souffert. Sans parler de l'Australie avec ses 80 000 km² avalés par les flammes, ses 24 morts, sans compter les disparus et son milliard d'animaux décimés. Nous avons été touchés par ces ravages. Ils alertent un peu plus encore nos consciences et questionnent davantage nos modes de vie, donc de production, donc de consommation, donc de déplacement. Certes, pour décliner la formule du président Jacques Chirac, nous savons depuis quelque temps que la maison brûle. Nous nous résolvons à la regarder à peu près en face, mais le temps d'accélérer au plan mondial, une transition écologique assumée presse. Non, il n'est pas encore trop tard, mais certains phénomènes à l'œuvre à l'échelle planétaire nous commandent de nous hâter. J'en veux pour preuve celui de l'effondrement de la colonie des abeilles au plan mondial. Oui, mesdames et messieurs, je vais vous parler d'insectes ce soir. Les pesticides en seraient la cause. Ainsi, en France, 30% des colonies disparaissent chaque année. En 10 ans, 15 000 apiculteurs ont cessé leur activité. Ce n'est pas neutre quand on sait que 80% des cultures dépendent de l'action des insectes pollinisateurs. À ce rythme, si nous ne réagissons pas à leur disparition, et c'est le cas dans certaines régions de Chine, la disparition des abeilles serait lourde de conséquences sur le plan économique et environnemental. Celle-ci serait même une catastrophe pour la nature et l'être humain. Ce petit insecte, seul, n'est rien, mais son espèce entière peut nous menacer si elle disparaît. Pour cette raison, et pour toutes les autres, il convient d'agir plus vite et plus fort, notamment en prenant localement des initiatives. Mettons ou continuons à mettre des abeilles dans notre vie et dans nos villes. D'elles peut dépendre la survie de notre propre espèce. Je remercie à ce titre les associations qui œuvrent déjà avec ces ruches dans notre ville et la démarche d'un agent communal qui m'a remis récemment un beau et prometteur projet pédagogique. Cette démarche doit nous inspirer. Il en va du monde de l'apiculture comme il en va de notre communauté vigneusienne. Cette ruche, en grand, ouvrière, travailleuse, productive, solidaire, généreuse et surtout bienveillante. Et j'en profite pour saluer la présence de Valérie qui nous rejoint. Merci beaucoup. Comme les abeilles de la ruche, Vigneux fabrique du lien social. Comme autrefois, le fil de soie.
si nécessaire à notre vivre ensemble. Alors pour finir, j'aimerais adresser quelques remerciements à toutes celles et tous ceux, abeilles industrieuses et courageuses, qui produisent le service public à Vigneux-sur-Seine. Je commencerai par Monsieur le Préfet de l'Essonne, son directeur de cabinet, le secrétaire général de la préfecture et l'ensemble des services de l'État dont l'expertise est précieuse pour faire avancer les dossiers et éclairer nos décisions. Par la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, le maintien de la sécurité sociale, la reconnaissance des victimes de guerre que nous venons d'obtenir 76 ans après. Grâce au formidable travail d'un historien local, du comité d'entente, de la sénatrice d'Arcos et de la secrétaire d'État, Madame Dariussec. Merci du fond du cœur. Madame la procureure de la République, nos forces de l'ordre et services de secours qui veillent sur nous au quotidien. À Madame la présidente de la région et Monsieur le président du département et leurs services pour leur soutien à nos projets et le fonctionnement de nos services publics. À Monsieur le président de la communauté d'agglomération Vallière-Val-de-Seine. Je souhaite remercier également Mesdames et Messieurs les transporteurs, les bailleurs sociaux, Madame la directrice des services de l'éducation nationale et Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, nos commerçants et entrepreneurs vigneusiens, les membres du Conseil citoyen de la Croix-Blanche, de l'OLI, des bergeries, Mesdames et Messieurs les membres de la participation citoyenne pour leur aide au quotidien, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'entente des anciens combattants, et je souhaite que nous les applaudissions car ils réalisent depuis des années un travail formidable pour la transmission du devoir de mémoire, notamment auprès des enfants. Je remercie également toutes nos associations des seniors qui ont un dynamisme époustouflant. Et je sais que dans la salle, il y a plusieurs présidents de ces associations et vraiment un grand merci à eux pour ce qu'ils font pour nos seniors. Mesdames et Messieurs, les présidents d'associations et à travers eux tous les bénévoles vigneusiens dont l'investissement constant est majeur pour le développement éducatif, sportif, culturel de nos jeunes et l'épanouissement du plus grand nombre. Je n'oublie pas tous ceux qui œuvrent au quotidien auprès des plus fragiles. Et aussi, comment ne pas citer l'énorme travail de nos assistantes maternelles sur la commune au quotidien, trop souvent oubliées. Merci à elles. Et enfin, j'ai déjà dit, je voudrais exprimer ma profonde gratitude aux agents de la commune pour leur implication au quotidien et leur vrai sens du service public. Je remercie celles et ceux qui m'accompagnent au quotidien, Madame la directrice générale des services et ses équipes, ainsi que les collaborateurs de mon cabinet. À mon père aussi, qui est dans la salle et qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Bravo. Un homme heureux parmi vous. Je voudrais également remercier mon équipe municipale pour son engagement et son soutien de tous les instants. Un grand merci à vous. Ayons, si vous le voulez bien, une pensée pour nos forces armées, déployées notamment en Irak, en Syrie, en Centrafrique, au Sahel, pour protéger les populations. Et plus particulièrement, je veux que nous pensions à toutes celles et ceux qui ont payé du prix de leur vie la défense des valeurs de la France. Je vous remercie. Alors au fur et à mesure des confirmations de présence que j'ai eues ce soir, parce que vous êtes très nombreux sur l'estrade, j'ai dû réduire considérablement mon discours. Je connais bien mes amis et ils sont très bavards, mais ils ont vraiment envie de vous dire quelques mots. Et donc, comme je suis dans le partage et qu'ils souhaitent vous présenter leurs bons vœux,
je vais me retirer quelques instants et je vais laisser la parole. Et je souhaiterais, en dernier lieu, remercier les interprètes pour le langage des signes. Monsieur le maire de Draveil et ancien ministre, monsieur Georges Tron. Quelles que soient les règles que Thomas vient de rappeler, et quelle que soit la prudence oratoire dont il est nécessaire de faire preuve dans cette période, il y a quand même, mesdames et messieurs, deux ou trois choses très simples que l'on peut souhaiter dire et que, en toute hypothèse, puisque c'est moi qui en prendrai éventuellement les risques, je vais dire. Je ne vais pas rallonger mon discours à la demande de Thomas en saluant toutes les personnalités qui sont à mes côtés. Je voudrais simplement passer un petit message très amical à Valérie, que je suis heureux de retrouver et qui est familière de Draveil. Je voudrais, non pas individuellement, même si je pourrais le faire pour la quasi-totalité d'entre eux, saluer tous les conseillers municipaux de cette belle ville de Vigneux. J'y compte tant et tant d'amis avec lesquels je travaille depuis si longtemps, avec lesquels nous avons un parcours commun si long que, je le répète, je pourrais m'exprimer quasiment pour la totalité d'entre eux. Mais je voudrais simplement vous passer un message très simple, puisque Thomas m'a introduit ainsi. Je ne suis pas venu en voisin. Des voisins de Vigneux, il y en a d'autres que moi-même pour venir vous passer ce message à la ville de Draveil. Je ne suis pas venu en voisin parce que si j'étais venu en voisin simplement, ça voudrait dire que je suis venu vous dire combien nos intérêts et combien les dossiers que nous traitons ensemble nous sont communs. Dans ce beau quartier, ce magnifique quartier des Bergeries que je connais si bien et sur lequel j'ai eu le plaisir de rencontrer ceux qui sont devenus des amis et qui ont des fonctions éminentes ici. De ces dossiers que nous gérons ensemble, Madame la Présidente de la région et au passage Monsieur le Président du Conseil départemental que je salue également, comme l'île de loisirs, qui est notre poumon commun en ces terres qui sont des terres urbaines et sur lesquelles nous avons la chance de disposer de ces quelques hectares, je pourrais en évoquer tant et tant. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas un voisin qui vient aujourd'hui vous saluer, c'est en ami que je suis là. Et si je suis ici pour le dire, c'est parce que, objectivement, c'est un discours que je ne tiendrai pas forcément dans toutes les circonstances de la même façon. Je voulais dire à Thomas, je voulais dire à son équipe, que dans un contexte qui est un contexte difficile pour tous les élus, mais avec des contractions, il a su reprendre le flambeau. Eh bien, à lui, à toute l'équipe municipale, à tous les élus de façon générale, mais surtout, chers Vigneusiens, à chacune et à chacun d'entre vous, je souhaite une merveilleuse année 2020. Je vous la souhaite pleine de plaisir et pleine de bonheur. Et avec toute la joie que j'ai à vous retrouver souvent sur le marché de Draveil le dimanche, je vous dis, croyez-le bien, qu'elle soit pour vous synonyme exclusivement de bonheur. Merci infiniment. Merci Georges. Monsieur le Président du département, Monsieur François Durobrel. Cher Thomas, chers amis, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour cette cérémonie des vœux et permettez-moi tout d'abord avec ma binôme Nicole de vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2020, pleine de réussite, de santé, de douceur, parce que je crois qu'on a aujourd'hui besoin de beaucoup de douceur. Et puis c'est vrai que cette cérémonie des vœux, c'est l'occasion traditionnellement pour moi de faire un peu le point sur les dossiers que le département mène sur le territoire de la commune de Vigneux, d'autant que je ne suis pas contraint par les circonstances électorales. Mais j'ai écouté avec beaucoup d'attention et votre maire, dont je vous confirme, je l'avais dit l'an dernier, qu'il est extrêmement tenace. Heureusement qu'ils ne sont pas tous comme lui. En tout cas, heureusement pour moi, qu'ils ne sont pas tous comme lui. Et j'en ai quelques-uns derrière, oui. Il y en a quelques-uns derrière qui sont tenaces. Mais au-delà de l'air, j'ai vu que derrière, il y avait des conseillers municipaux enfants à Vigneux qui étaient capables, le moment venu, de relever le gant et qui avaient également de la vigueur et qui avaient la capacité, en tout cas, à nous interpeller. Alors, malheureusement, ils ne sont plus là, alors que j'avais envie de leur apporter quelques réponses, parce que c'est vrai que face au temps qui change, face aux difficultés que nous rencontrons, face aux révolutions que nous vivons, et qui sont des révolutions extrêmement rapides, la responsabilité des élus, quels que soient les postes que nous occupons, c'est d'essayer d'imaginer l'avenir et d'imaginer un avenir qui soit désirable. Évidemment, il y a des difficultés, évidemment, les mutations que nous vivons
entraîne des tensions extrêmement fortes dans notre pays, et des tensions d'autant plus fortes qu'on veut les faire à marche forcée et qu'on estime que les Gaulois sont réfractaires et qu'il faut leur taper un petit peu dessus pour que ça rentre. Nous, on a une conception différente au niveau des collectivités locales, c'est de considérer qu'il faut saisir évidemment les opportunités qu'offrent ces mutations, mais qu'il faut également veiller à ce que nous soyons toujours capables de vivre ensemble, et ça s'appelle la cohésion. Alors, préparer l'avenir, c'est d'abord préparer l'avenir de nos jeunes, et ça a été indiqué par les membres du conseil municipal des enfants tout à l'heure. Oui, le département a pris la décision de construire un nouveau collège à Vigneux. Nous avons pris cette décision non seulement parce qu'il y a une hausse des effectifs et qui n'est pas propre à la commune de Vigneux, qui fait preuve d'un grand dynamisme et d'une grande jeunesse à l'image de son maire, mais aussi parce que nous voulons offrir les meilleures conditions d'apprentissage aux jeunes générations et faire en sorte que les bâtiments et que les collèges de demain leur permettent de mieux appréhender les mutations. C'est pour ça d'ailleurs qu'on investit sur les tablettes numériques, qu'on offre les bibliothèques numériques, qu'on travaille sur la cantine aussi. Alors je suis désolé pour les jeunes qui m'ont interpellé tout à l'heure, ça ne sera pas burger tous les jours. Mais on a un très beau défi à relever ensemble en Essonne, c'est de faire en sorte que les agriculteurs qui vivent dans le sud et qui travaillent dans le sud de notre département, 45% de terres agricoles, demain nourrissent les 1 300 000 Essonniens que nous sommes, et sans doute au-delà, parce qu'on a de très belles terres agricoles. Et ce sur quoi on est en train de travailler, le département, mais je sais que la ville de Vigneux est intéressée, c'est qu'on puisse acheter à ces agriculteurs les produits, les légumes, les fruits qui iront dans les assiettes de nos collégiens et pourquoi pas des élèves des écoles primaires du département, tout simplement parce qu'il y a 200 000 repas chaque jour qui sont servis dans nos établissements scolaires. Ça, c'est un vrai défi à relever pour les années qui viennent. Et puis, tu as parlé du défi de la révolution écologique et du changement climatique qui vient. Tu as cité les catastrophes qui se passent à travers le monde et qui nous interpellent tous. Moi, je le dis comme je le pense, je trouve que les responsables et les réunions internationales ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Quand je vois ce qui se passe à Madrid, je me dis que les gouvernements, quels qu'ils soient, n'ont pas été à la hauteur de l'enjeu. Et que notre responsabilité, et que l'avenir, en tout cas la capacité de notre société à changer, elle vient sans doute de chacune et de chacun d'entre vous, et elle vient des élus locaux. Il y a plein d'initiatives qui sont prises et qui sont exceptionnelles pour mieux prendre en compte la biodiversité. Le lac Montalbot à Vigneux en est un exemple. Il était devenu un lieu qui malheureusement n'était pas à l'image de la ville. Ce que nous avons réussi à en faire en le réhabilitant, il y a encore beaucoup à faire sur ce lac Montalbot. C'est la capacité à préserver la biodiversité, mais c'est aussi la capacité pour les Vigneusiens, pour les Draveillois, pour tous les habitants de l'Essonne, de se réapproprier des espaces extraordinaires, puisque le lac Montalbot fait le lien évidemment avec la base de loisirs de Draveil, parce que le lac Montalbot, c'est la liaison avec la Seine, et que la Seine, qui est aujourd'hui une frontière, a vocation demain à être un trait d'union entre nous tous, et que nous avons la capacité demain, pourquoi pas, de faire la Seine à vélo, comme il y a eu la Loire à vélo, et que nos homologues en Seine-Aval, c'est-à-dire de l'autre côté de Paris, sont en train de travailler. Ça, c'est un enjeu qui concerne Vigneux, et c'est un enjeu qui permet de travailler sur la transition énergétique. Il y a un dernier sujet dont je me permets de vous parler sur cette question du réchauffement climatique, parce que cela vous concerne tous. Je sais que chacun d'entre vous, vous avez envie de faire des efforts. Et que ce n'est pas toujours facile de faire des efforts et de limiter notre consommation, tout simplement parce que lorsqu'on est propriétaire et qu'on veut faire des travaux, bah ça coûte cher. Changer des fenêtres, isoler sa maison, ça coûte de l'argent. C'est la raison pour laquelle, au département, nous avons créé une prime. Et une prime qui vous concerne tous les propriétaires du département. Cette prime, elle vous accorde jusqu'à 2300 €, 2300 € si vous vous engagez à faire des travaux de rénovation énergétique, de changement de chaudière, d'isolation par le toit, de changement de fenêtre. Et cette prime, elle vise tout simplement à réconcilier l'écologie avec l'économie. Parce qu'en faisant ces travaux, non seulement vous faites une bonne action pour la planète, mais vous faites aussi une bonne action pour votre porte-monnaie, parce que derrière,
vous réduisez vos consommations énergétiques. Et je suis heureux que depuis 9 mois que nous avons voté cette prime, plus de 10 000 foyers essonniens se sont engagés dans des travaux, 80 millions d'euros de travaux, qui sont réalisés à 80% par des entreprises essonniennes, ce qui veut dire que ce qui est bon pour votre porte-monnaie, ce qui est bon pour la planète, l'est également pour l'emploi. Je voudrais vous dire un dernier mot par rapport aux enjeux que j'évoquais tout à l'heure. C'est qu'évidemment, les transformations que nous vivons, les mutations que nous vivons, nous bousculent. Et qu'il y en a certains qui ne savent pas quelle place ils vont trouver dans la société. Le rôle des collectivités, comme les nôtres, c'est de faire en sorte que chacun trouve sa place. Vous avez une belle ville. On a un beau département. Il faut le partager, il faut être fier de nos territoires. Nous avons une belle région, évidemment, mais je laisse à Valérie le soin d'en être l'avocate. Et donc, nous avons, à l'échelle du département, créé un pass qui s'appelle le pass Fan d'Essonne, que je vous invite à demander, d'autant qu'il est gratuit. Et ce pass Fan d'Essonne vous permettra d'avoir accès à des conditions privilégiées à une cinquantaine de sites du département et peut-être de découvrir ou de redécouvrir quelques-unes des pépites qui sont sur l'ensemble du territoire départemental. Nous avons beaucoup de belles choses sur ce département. Nous avons, grâce à la région, et j'imagine que Valérie en parlera, obtenu que les réserves Pompidou s'installent à Massy. Nous avons, grâce à la région et au département, parce que chaque fois c'est un partenariat, nous allons nouer un formidable projet sur le Muséum d'Histoire Naturelle de Brunoy, qui est juste à côté et qui est un lieu qui est à partager pour l'ensemble du territoire. Et ça, c'est extrêmement important que nous puissions travailler ensemble sur ces questions-là. Tout dernier mot, tu m'en veux pas, sur la cohésion, parce que la cohésion, c'est voilà. Ah, mais j'en ai pas parlé, tu sais, c'est l'esprit d'escalier. Thomas me soufflait à l'oreille, et c'est un sujet important, que sur la question de la transition énergétique, nous avançons avec des études, et je pense que ça aboutira, sur la création d'une centrale photovoltaïque sur les terrains du port autonome de Vigneux, sur une partie des terrains du port autonome de Vigneux, parce que nous avons la conviction qu'on va pouvoir demain éclairer et chauffer Vigneux à partir de cette énergie propre. Et ça, c'est un projet qui nous semble extrêmement important pour le territoire. Je voulais vous dire un dernier mot sur les tensions que nous connaissons, sur la nécessité que nous avons à prendre soin de chacune et chacun d'entre nous. C'est le rôle du département au travers de ses compétences sociales. C'est le rôle du département que de faire en sorte que chacun, à Vigneux comme dans n'importe quelle ville, se sente bien et se sente appartenir à une communauté. Pour ça, il faut qu'on traite les questions de route, parce que nous avons la responsabilité des routes, et je me permets d'évoquer ici, devant le maire de Vigneux et devant la maire d'Aquismons, le sujet du pont sur la Seine, qui est un sujet difficile, tellement difficile que ça fait 80 ans que nous en parlons, mais un sujet sur lequel nous avançons, puisqu'après les concertations qui ont été conduites au printemps dernier, nous avons lancé les études permettant de définir le tracé de ce futur ouvrage, qui est évidemment une source d'inquiétude que je peux partager sur la rive gauche de la Seine, mais qui, pour la rive droite de la Seine, est aussi une opportunité pour se relier au bassin d'Orly, sur lequel nombre d'entre vous travaillez. La cohésion, c'est aussi faire en sorte qu'à chaque âge de la vie, on ait une attention. Et je voudrais, après avoir salué les responsables, présidents et directeurs de la maison de retraite du cinéma, dont nous avons eu la chance cette année d'inaugurer les travaux, on a la chance à Vigneux d'avoir un très bel établissement, dire que le département a pris la décision à l'automne dernier de voter la gratuité de la téléassistance. Parce qu'au-delà des maisons de retraite, qui sont indispensables, nous avons le devoir aussi d'aider nos aînés à rester le plus longtemps possible à leur domicile et, en cas de pépin, avoir la capacité de prévenir des secours capables d'intervenir rapidement. La téléassistance, c'est 10 000 personnes qui, depuis la rentrée dernière, bénéficient de ce nouveau service de la part du département. Voilà, je pourrais vous dire beaucoup d'autres choses, mais vous avez vu que nous avons un agenda qui est chargé en dehors des échéances électorales, mais qui nous permet, je crois, tout simplement d'avancer ensemble. Je disais les difficultés que nous rencontrons, le secret peut-être de la réussite de villes comme Vigneux, le secret, la botte secrète que nous avons peut-être à cette tribune, c'est notre capacité à travailler ensemble. Dans les difficultés, il ne faut pas se diviser.
il ne faut pas se chamailler. Le maire de Vigneux, aujourd'hui, il a réussi à avoir l'ensemble des élus du secteur à la tribune. C'est un signe que Vigneux change, que Vigneux est dans la course et que vous avez la capacité non seulement d'être fier de votre département, mais d'être fier de votre belle ville. Très belle année à chacune et chacun d'entre vous. J'avais dit que certains pouvaient être bavards. Je les connais bien. C'est vrai que Georges a été concis. Madame la présidente de la région, Madame Valérie Pécresse. Merci, cher Thomas. Alors, chers tous, je vais essayer d'être plus courte que d'habitude parce que d'habitude, je profite éhontément de ces vœux pour vous parler un petit peu de la région, parce que je m'aperçois que la région, elle est quand même assez lointaine. On connaît bien sa ville, on connaît bien son département, on sait un petit peu moins ce que fait la région. Alors, on est dans une période un peu spéciale, c'est une période d'élection municipale, et donc je ne pourrais pas dire tout le bien que je pense de votre maire. Mais je n'en pense pas moins, cher Thomas, et je voudrais vous dire, un peu comme l'a fait François, que Thomas est jeune. Il est jeune par l'âge, il est jeune par la fonction, mais qu'il a tout compris. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il fallait s'appuyer sur des collectivités comme le département et la région pour aider à faire naître ces beaux projets. Et il est donc venu nous chercher, et je vais vous en parler un peu. Alors d'abord, je voudrais quand même commencer ces vœux en vous disant que ça a été une année très dure pour tous les Franciliens. Ça a été une année très dure, enfin une fin d'année très dure, notamment avec les grèves de décembre qui se prolongent jusqu'à aujourd'hui, puisque la situation est encore loin d'être revenue à la normale. Et c'est pour cela, vous le savez, que je me suis battue comme une lionne depuis la rentrée pour obtenir ce qu'elle ne voulait pas donner, de la RATP et de la SNCF, le remboursement intégral du pass Navigo de décembre. Et ça, ce sera effectif le 31 janvier. Le 31 janvier, nous ouvrirons une plateforme, Île-de-France Mobilité ouvrira une plateforme qui s'appellera mondédommagement-navigo.com et vous pourrez tous vous inscrire pour avoir le remboursement de votre pass Navigo. Alors je le dis parce que hier, on a eu un faux site. Donc attention aux arnaques. Il y a d'ores et déjà des gens qui font des faux sites, mon remboursement, je sais pas quoi, un autre site, pour obtenir vos numéros de Navigo, vos cartes d'identité et aller récupérer les remboursements à votre place. Hein. Donc allez bien sur le site Île-de-France Mobilité. Mais cette mesure de remboursement du pass Navigo, c'était une mesure de justice. Et moi je suis contente que la SNCF et la RATP l'aient finalement compris. Aujourd'hui, au XXIe siècle, quand le service minimum n'est pas fait, quand le service public n'est pas fait, on doit rembourser les voyageurs. On doit être dans une logique de service public fait et pas seulement de service public théorique. Alors ça, c'était mon combat de ce début de rentrée. Parce qu'il faut dire que vous connaissez la bonne blague de l'Île-de-France ce mois-ci. C'est qu'en Île-de-France, à cette rentrée, on ne se dit pas bonne année, on se dit bon courage. Alors évidemment, il fallait se mobiliser. Il fallait se mobiliser pour obtenir ce remboursement du pass Navigo. Mais au-delà de ça, la région se mobilise sur toute une série de projets cette année qui ont tous un peu un lien avec le pouvoir d'achat des Franciliens. Première priorité de la région, une région écologique. Une région écologique, ça va complètement dans les priorités que Thomas a exposées dans son discours. Et cette région écologique, c'est une région qui vous aide à lâcher votre voiture et qui vous aide à la lâcher dans un parking sécurisé, un parking près de la gare de Vigneux qui sera agrandi. Nous lançons les études avec Île-de-France Mobilité pour l'agrandissement de ce parking de façon à ce que vous ayez la possibilité de vous garer à petit prix près de chez vous. Sachant qu'Île-de-France Mobilité propose la gratuité de ces parkings relais pour les détenteurs de pass Navigo. Donc ça, c'est un choix qui appartiendra à votre équipe municipale. Par ailleurs, le RERD, vous le savez, est ma priorité de l'année. Nous avons un engagement de la SNCF d'augmenter de 5 points la ponctualité sur le RERD. Et je peux vous dire que je vais y engager de manière résolue. Mon seul souci,
c'est que l'État me doit de l'argent. Parce que la région Île-de-France, elle est très bien gérée, je vais vous expliquer, je vais vous en parler tout à l'heure, mais la région Île-de-France, elle est très bien gérée, nous avons fait 1,9 milliard d'euros d'économies. Et comme nous avons fait 1,9 milliard d'euros d'économies depuis 5 ans, je peux financer vos infrastructures de transport. Je suis au rendez-vous des engagements de la région. Le problème, c'est que l'État, lui, doit mettre 400 millions d'euros l'année prochaine sur les transports en commun en Île-de-France, et que pour l'instant, il ne me promet que 200 millions. Alors je propose que nous tous ici élus, monsieur le sénateur en premier, puisque vous êtes au Parlement, je propose qu'on se mobilise pour exiger que les engagements de l'État en matière de transport en Île-de-France soient tenus. Le schéma d'amélioration des RER B, C et D, qui est si important pour le département de l'Essonne, il doit être respecté par l'État. Et c'est pas parce qu'on fait des primes pour les uns, des aides pour les autres et des augmentations pour les troisièmes qu'il ne faut pas respecter ces engagements. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc ça, c'est les transports ferrés. Mais la région s'engage aussi sur le vélo. Alors pendant des années, on m'a dit les vélos, c'est pas pour la Grande Couronne. Enfin moi en tout cas, je pensais que c'était pas pour la Grande Couronne en tant qu'habitant de la Grande Couronne parce qu'il y a trop de relief, ça monte et ça descend l'Île-de-France. Plateau-vallée, plateau-vallée. Il y a quelque chose qui a un petit peu tout changé, c'est l'arrivée du vélo électrique. L'arrivée du vélo électrique ferait réaimer le vélo à n'importe qui, y compris moi. Et c'est pour ça que nous avons voulu développer cette offre vélo en Île-de-France. Pour la moitié des trajets en voiture en Île-de-France font moins de 3 km. Donc la moitié des trajets de voiture pourraient être faits en vélo. Mais pour être en vélo, il faut d'abord pouvoir l'acheter. C'est pour ça que nous avons mis en place une prime de 500 € pour l'achat d'un vélo électrique en Île-de-France. Et pourquoi ? Pour qu'il n'y ait pas que les Parisiens qui aient des primes, que tous les Franciliens soient à égalité et puissent s'offrir un vélo électrique si c'est leur souhait. Donc une prime de 500 € qui a débuté depuis le décembre, évidemment depuis la grève, et qui sera versée à partir du 20 février, toujours sur le site d'Île-de-France Mobilité, et ça durera toute l'année 2020. Voilà. Et par ailleurs, quand on dit vélo, on dit aussi parking vélo. Et là aussi, j'ai pris un engagement très fort, un parking vélo dans chaque gare d'Île-de-France d'ici 2025, un vrai parking vélo, parce que les vélos électriques, ça se vole, et donc il faut qu'on vous aide. Donc moi, je suis aussi tout à fait prête à parler avec l'intercommunalité sur la question des pistes cyclables dans le Val d'Isère, parce que je pense qu'il faut évidemment qu'on construise les pistes cyclables qui vont bien pour les cyclistes. Donc le vélo aura toute sa place dans notre stratégie environnementale. Et puis je voudrais dire un petit mot aux très petites entreprises, aux artisans, aux commerçants, aux auto-entrepreneurs, aux livreurs, qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à rentrer dans le Val-de-Marne ou à Paris, puisque vous savez que maintenant il y a des nouvelles normes anti-pollution dans les départements de Petite Couronne et à Paris, qui font que les véhicules les plus anciens ne peuvent plus circuler dans la Petite Couronne ou à Paris. Nous avons une prime entre 3 000 et 9 000 € pour remplacer tous les véhicules, 2 roues, 3 roues, 4 roues, utilitaires, petits camions. Et cette aide, elle a un tel succès auprès des artisans que nous allons la multiplier par 5. Nous allons la multiplier par 5 pour pouvoir satisfaire toute la demande et que écologie ne rime pas avec antisocial. Voilà, il faut que l'écologie elle soit à la portée de tout le monde. Enfin, sur l'écologie, j'en parle puisque je suis ici à Vigneux, nous allons beaucoup faire sur les énergies renouvelables et je comprends de ce que j'ai entendu de François Durovray que vous êtes très en point parce que vous faites du photovoltaïque avec le département, mais des réseaux de chaleur avec la région et de la géothermie avec la région. Donc toutes les énergies renouvelables sont à Vigneux. Donc bravo pour cet engagement écologique très très fort et qu'on est très fiers d'accompagner. Alors, je ne vous parlerai pas du poumon vert de la base de loisirs, Georges en a déjà abondamment parlé, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que la région veut être aussi solidaire cette année. Pas seulement écologique, mais aussi solidaire. Alors une région solidaire, c'est quoi ? C'est une région qui déjà améliore les tarifs des transports en commun pour les rendre plus justes. Vous savez que les salariés ont 50% de remboursement employeur pour le pass Navigo. Les étudiants, les lycéens, les collégiens ont aussi des tarifs très réduits, les familles nombreuses, les bénéficiaires du RSA. Il n'y avait qu'une seule catégorie de la population qui payait 100% du pass Navigo. C'était les retraités.
Or, c'est une mauvaise politique tarifaire. Vous savez que les retraités ont 50% de réduction, enfin, ont des cartes seniors sur le réseau national. Ils n'avaient pas de réduction sur le réseau francilien. Et avoir des tarifs très élevés pour les retraités, ça les incite à quoi faire? À continuer de prendre leur voiture. Donc nous avons lancé depuis novembre un pass Navigo senior à demi-tarif pour tous les retraités d'Île-de-France, pour faire une mesure de justice tarifaire et puis aussi pour leur rendre du pouvoir d'achat en 2020. Et je vais proposer la semaine prochaine aussi pour les scolaires, les tout jeunes, les moins de 11 ans, qui en grande couronne sont souvent obligés de prendre des transports scolaires et donc de payer, alors qu'à Paris ils vont à pied dans leur école primaire. Je vais proposer un pass junior à tout petit prix pour les familles. Et ça, ce sera deux très fortes mesures de solidarité que la région prendra l'année prochaine pour votre porte-monnaie. Voilà. Alors, la région solidaire, c'est aussi une région qui aide les familles dans les lycées. Et moi, je souscris tout à fait à ce qu'a dit François Durovray. Il a parlé d'approvisionnement local dans les cantines des collèges et des primaires. Moi, je souhaite aussi de l'approvisionnement local dans les cantines des lycées et du bio dans les cantines du lycée également. Mais au-delà de ça, vous savez qu'il y a eu une réforme du lycée. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a fait une grande réforme du lycée qui a conduit à changer les programmes de seconde et de première l'année dernière, de terminale cette année. Nous, à la région, on n'a pas voulu que la réforme du lycée pèse sur le pouvoir d'achat des familles. Et donc nous avons pris une décision qui n'a pas été prise par les autres régions, mais nous avons pris la décision de financer totalement l'achat de tous les manuels scolaires des élèves de seconde et de première l'année dernière. Et j'ai le bonheur de vous annoncer, puisque j'ai décidé que cette année j'annonçais que des bonnes nouvelles. On a déjà eu assez de mauvaises nouvelles comme ça. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer que cette année, nous financerons aussi la gratuité intégrale des manuels scolaires des élèves de terminale. C'est 270 € au bénéfice des familles qui leur seront rendus. Et par ailleurs, nous avons aussi décidé d'une politique très forte en faveur du numérique. Pourquoi? Parce qu'il y a une fracture numérique dans les lycées d'Île-de-France. Il y a une vraie fracture entre les élèves qui peuvent se payer les plus beaux ordinateurs, qui ont 4 écrans à la maison, qui d'ailleurs consomment peut-être un peu trop d'écran aux yeux de leurs parents, et puis les élèves qui n'ont qu'un téléphone portable. Or, un téléphone portable, ça n'est pas un outil pour travailler en seconde, en première et en terminale. Au lycée, on a besoin d'une tablette, d'un ordinateur, on a besoin de pouvoir faire des exposés numériques, on a besoin de pouvoir apprendre ses leçons, dialoguer avec ses professeurs par Internet. Donc on a besoin d'un support numérique de qualité. C'est pour ça que la région a proposé à tous les lycées qui le souhaitaient la distribution gratuite d'ordinateurs ou de tablettes à chacun des élèves. Et je reproposerai au lycée de Montgeron, qui pour l'instant n'a pas voulu se lancer dans cette aventure, je reproposerai au lycée de Montgeron que l'uniforme numérique, comme je l'appelle, puisse être donné. C'est des magnifiques ordinateurs de conception française, je tiens à dire, qui sont distribués par la région dans les lycées, et si le lycée de Montgeron le souhaite, évidemment, il en sera bénéficiaire. Alors la région solidaire, c'est aussi une région dans laquelle on est à égalité devant l'emprunt. Je m'explique. Moi, je souhaite que tous ceux qui, en Île-de-France, peuvent devenir propriétaires, le deviennent. Alors vous allez me dire, tout le monde ne peut pas devenir propriétaire en Île-de-France, c'est cher l'Île-de-France, bien sûr. Mais tous ceux qui le peuvent, tous ceux qui peuvent acheter un studio, tous ceux qui peuvent investir dans un local professionnel, tous ceux qui peuvent acheter leur résidence principale ont une assurance sur la vie. Parce qu'être propriétaire d'un bien en Île-de-France, c'est être propriétaire de quelque chose qui ne se dévaluera pas, qui va prendre de la valeur. Donc il faut inciter, on est avec des taux d'intérêt très bas, il faut inciter les franciliens à devenir propriétaires, y compris les jeunes retraités qui ont loué des appartements familiaux et qui, au moment de leur retraite, voudraient devenir propriétaires. Or, il y a une énorme injustice en France. Si certains d'entre nous ont été malades, s'ils ont eu un cancer, s'ils sont séropositifs, s'ils ont eu la mucoviscidose, s'ils ont une hépatite, eh bien, ils ont des surprimes d'assurance très élevées. Si vous voulez emprunter 300 000 € et que vous avez eu un cancer du sein, c'est 90 000 € de surprime d'assurance. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces personnes n'empruntent pas et donc ne peuvent pas réaliser leur rêve de devenir propriétaires. Alors la région va faire cette année, elle va mettre en place quelque chose qui est unique en France.
une garantie immobilière solidaire régionale. C'est quoi? Avec des partenaires assureurs, en avril, nous lancerons cette garantie qui permettra à toutes les personnes que j'ai citées, qui voudraient emprunter, d'annuler leur surprime d'assurance, qu'elle n'ait pas de prime supplémentaire par rapport à quelqu'un qui n'a jamais été malade. Et ça, c'est une mesure de justice, et ça permettra qu'au lieu de prêter qu'aux riches et aux bien portants, eh bien, on puisse prêter à tous les franciliens pour qu'ils puissent concrétiser leurs rêves. Tout petit sujet dernier, parce qu'il y a plein de maires derrière moi et ça tombe bien. L'accès à la santé. François Durovray le sait, il a décidé de faire un grand plan de lutte contre la désertification médicale. Nous sommes, en grande couronne, vraiment très en dessous de la moyenne nationale en termes de nombre de médecins, en termes de nombre d'infirmières. La région a financé ici, à Vigneux, 2 maisons médicales déjà, mais il faut aller plus loin. Et le sujet, c'est les infirmières et les aides-soignantes. Elles n'arrivent pas à se loger en Île-de-France. Et donc, qu'est-ce que je vous propose? Je demande à tous les maires qui sont derrière moi, qui ont des terrains disponibles, de me mettre des terrains à disposition en bail amphithéotique. Et avec Action Logement, la région a un partenariat pour financer intégralement la construction de 11 000 logements pour des aides-soignantes et des infirmières en Île-de-France. Et l'idée, c'est de les fidéliser, parce qu'aujourd'hui, elles habitent dans Lyon, elles habitent dans l'Eure, elles habitent hors de la région, elles ont 2 heures de transport pour venir travailler chez nous, et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Les autres régions nous les piquent. Parce que pour le même salaire, elles ont une qualité de vie qui est bien supérieure ailleurs. Donc si on veut les fidéliser, il faut les loger. Et donc, mesdames et messieurs les maires, vous avez compris, appel, mais très très rapidement, d'ici les municipales, parce que le plan sera lancé à partir d'avril. Et j'ai besoin d'identifier des terrains pour que nous ayons enfin un écosystème de santé solide avec des infirmières et des aides-soignantes épanouies en Île-de-France. Voilà. Je finirai en vous parlant juste un tout petit peu de sécurité. Alors vous allez me dire, sécurité? Mais c'est pas du tout la compétence de la région, c'est la compétence de l'État. Eh ben non, parce que l'État n'a pas d'argent, et comme l'État n'a pas d'argent, il a demandé à la région de faire à sa place, ou plus exactement de faire avec lui. J'ai signé une convention avec le ministère de l'Intérieur pour pouvoir cofinancer des commissariats, des casernes de gendarmerie, pour pouvoir financer des polices municipales et leurs équipements, de la vidéoprotection, c'est ce que je fais sur tout le territoire du Val d'Hier, et aussi je me suis mobilisée pour augmenter la sécurité dans vos transports. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons recruté 750 personnes de plus sur tout le réseau du RERD et des bus de Grande Couronne, 750, mais c'est pas suffisant. Donc nous allons recruter cette année encore 250 personnes supplémentaires, 1000 personnes de plus pour assurer la sécurité des réseaux. Et avec la gendarmerie, nous avons un partenariat pour mettre des patrouilles de gendarmerie dans les bus de Grande Couronne, des patrouilles de gendarmes réservistes que la région va financer. Et par ailleurs, on m'a demandé aussi d'aider les services des pompiers à s'équiper, certains services de pompiers d'Île-de-France, donc la région a évidemment répondu présente. Mais là aussi, je le dis, pendant que nous augmentions de 1000 personnes la présence sur le réseau, l'État, le ministère de l'Intérieur, nous a retiré 350 policiers de la police des transports. Alors, il y avait des raisons, c'était les gilets jaunes, les policiers avaient peut-être d'autres choses à faire ailleurs, mais du coup, eh bien, il y a eu une recrudescence des actes de délinquance sur le réseau de transport cette année. Et moi, je ne l'accepte pas. Donc j'ai demandé à M. Castaner de nous remettre ces 350 policiers sur le réseau, parce qu'un agent de sécurité, c'est pas la même chose qu'un policier de la police nationale. Ça n'a pas du tout les mêmes services, ça n'a pas les mêmes compétences, ça ne lance pas des enquêtes, ça n'a pas accès aux fichiers des personnes recherchées. On a des réseaux qui sont souvent des réseaux internationaux sur le réseau. Donc on a besoin de ces forces de sécurité. La sécurité, c'est la première des libertés. Se déplacer en sécurité sur le RERD, c'est très important. J'ajoute enfin que, bien évidemment, nous avons dû faire face à une délinquance et à de la violence dans les lycées d'Île-de-France. Vous le savez, malheureusement, certaines bandes de jeunes commettent des actes de très grande violence dans nos lycées. Et j'ai donc créé, pour faire face à ce problème qui est vraiment lancinant en Île-de-France, des brigades régionales de sécurité pour les lycées qui circulent de lycée